Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on parle du cursus IFSI pour Institut de formation en soins infirmiers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Luna, aussi appelée Nanou, En effet. ancienne étudiante en IFSI et diplômée, et qui est actuellement infirmière dans la région lyonnaise, dans un hôpital de la région lyonnaise. Bonjour Eva Luna, Bonjour, merci de m'accueillir. merci à toi d'avoir accepté l'interview, c'est très sympa. Alors comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va et toi? Ouais, bah alors, durant cet épisode, on va un petit peu tenter de démystifier, de comprendre un peu mieux ce que c'est que le cursus ici, parce que, je pense pas que vous qui nous écoutez, soyez au courant de ce cursus-là et surtout, je crois que aussi c'est le cursus le plus demandé sur Ouais. Parcoursup et on va tenter un petit peu de déconstruire tout ça, voir, les potentielles illusions, les avantages, les limites de ce cursus et tu vas nous expliquer, tout ton parcours? Ouais, allez. Avant de commencer, on va commencer, bah, traditionnellement par les chiffres, des études qui peuvent être intéressantes. Alors j'ai retrouvé des chiffres. D'après l'étudiant, le diplôme d'état en infirmier, c'est la formation la plus demandée sur Parcoursup avec plus de 1,3 million de candidatures en 2023. Alors je sais pas si tu es au courant de cette statistique? Je savais que c'était l'une des formations les plus demandées, après, j'avais pas notion de ce chiffre, mais ça m'étonne pas tant. Ouais, c'est vrai que 1,3 million de demandes, se faites sur Parcoursup, alors qu'en 2022, le nombre de places en première année d'ici, il est autour des 36 000. Ouais, Donc on a 1,3 million de candidatures, 36 120 places, qui étaient en 2022. Je pense que ça a légèrement augmenté en 2023 et 2024. Alors que dans les années passées, c'était toujours aux alentours, un peu moins de 36 100, aux alentours, mais ça fait qu'augmenter très légèrement chaque année. trop légèrement, pour Trop combler le légèrement. manque, sur le terrain, mais oui, oui. Exactement et tu vas nous en Ouais. parler et toujours d'après l'étudiant, en 2021, c'est environ 3 000 étudiants qui ont quitté l'IFSI dès leur première année, soit 3 fois plus qu'il y a 10 ans. OK. Donc, il y a 10 ans, on était autour de donc 300, là, on est à 3 000. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les gens abandonnent. Donc tu dois avoir peut-être des pistes, peut-être tu vas nous les dire au cours de l'épisode. Mais, c'est vrai que c'est assez, on va dire intriguant que ce soit la formation la plus demandée sur Parcoursup, mais qu'il y a quand même 3 000 étudiants. Donc Mmh. sur les 36 000 qui sont reçus, il y en a quand même 3 000 qui s'en vont. Donc, ça fait un bon dixième presque, qui s'en vont dès la première année. Enfin, en tout cas, c'est énorme. En tout cas, moi, je le perçois comme énorme. Ouais, non, c'est beaucoup, ouais, en effet. Alors, on va commencer par la première partie sur, ben, ta présentation et ton parcours personnel. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours en quelques mots? Ouais, tout à fait, bah, je m'appelle Eva Luna, j'ai 25 ans. On commence au lycée? Ça va. Bref, que le Le BP. lycée. Ouais. J'ai fait un bac scientifique, à l'époque où ça existait encore, option, SVT. Voilà, que j'ai eu en 2017 et après je suis partie en faculté de médecine, à l'époque où c'était encore la PACES, donc la première année commune aux études de santé, dans l'idée de réussir le concours de médecine pour devenir médecin. Sauf que voilà, j'ai passé 2 ans, j'ai échoué sur les 2 concours et après, bah, il a fallu, forcément se réorienter et j'ai fait une ânerie. Par égo, je suis allée en faculté de droit. J'y suis restée, 2 mois, allez peut-être et en fait, je me suis rendu compte que, bah, le monde, du soin, me manquait trop, enfin voilà. Donc j'ai travaillé, j'ai fait, ASH donc c'est, assistant des services hospitaliers. Enfin, en gros, je faisais, les petits déjeuners, les ménages dans une clinique, SSR, juste avant que le covid, débarque en définitive. Dans la période la plus facile, quoi. Ouais, bah, après nous, c'était en clinique SSR donc ça allait encore mais j'étais pas dans le dur, dur, dur mais oui, forcément, il y avait toutes les contraintes qu'on a connues, à cette époque. Toutes les contraintes sanitaires et puis j'ai été acceptée en école d'infirmière et j'ai fait ma rentrée, en septembre 2020 là-bas. Ça s'est très bien passé. Mmh. Je me souviens quand tu me l'avais annoncé que tu avais fait l'IFSI, on avait applaudi des 2 mains. C'est gentil.
Alors première question, est-ce que tu peux nous dire les raisons qui t'ont poussé à choisir l'IFSI, plus particulièrement? Bah, enfin, ça c'est vrai que c'était, un peu, une continuité, voilà. Je voulais être médecin. Bon, il se trouve que, j'ai loupé le concours de pas grand-chose, mais je l'ai loupé. Du coup, c'est une porte qui s'est fermée pour moi. Après voilà, j'ai toujours je pense que le monde de la santé, du soin est fait pour moi et bon après ça, c'est plutôt dans mon histoire personnelle. Enfin, je peux le dire, vite fait, voilà, j'ai une sœur handicapée donc j'ai un peu grandi, là-dedans, quoi. Dans le soin, dans l'aide à la personne, tout ça. Donc je pense que c'était assez ancré en moi et c'est comme ça que j'ai fini par faire, l'école d'infirmière, ouais. Mmh. OK, très bien. Bah, ouais, c'est vrai que, bah, c'est très louable, de ta part, l'altruisme qui est J'ai pas eu le choix, hein. La vie a décidé. Enfin, je la le destin. non, ça se trouve, j'aurais, complètement voulu, être dans le soin, même si j'avais pas eu une sœur handicapée, mais en tout cas, je pense que ça a joué, ça, c'est sûr. Ça a influencé, ta décision et tu nous as déjà un petit peu raconté ton parcours, comment tu es rentré à l'IFSI, voilà, le lycée, la médecine, le droit, tout ça, tout ça. Quelles sont les voies possibles pour rejoindre l'IFSI? Parce que voilà, les personnes qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, il y a peut-être des gens potentiellement qui veulent rentrer à l'IFSI, quelles sont les voies possibles pour rentrer directement? Ouais, tout à fait. Bon, alors la voie la plus classique, et c'est, la population la plus représentée dans l'école d'infirmière, c'est des gens, en fait, qui sortent d'un bac. Bon, le plus souvent, c'est un bac, général. Ensuite viennent les bacs, technologiques et après professionnels, ce que je trouve, fortement dommage parce qu'on a quand même des bacs pro qui sont, complètement tournés vers, le soin et l'aide à la personne et au final, c'est des gens, qui sont un peu, discriminés par Parcoursup, malheureusement. Alors que c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'expérience parce qu'ils ont déjà fait pas mal de stages, déjà tout ce qui est soins d'hygiène et de confort, généralement, ils connaissent, mais bon, on préfère des cerveaux en éthique, que des Oui. gens, qui ont plus, peut-être de compétences manuelles au début, mais bref. Et après, il y a beaucoup de reconversions professionnelles, donc des gens enfin, plutôt de montée en compétences en définitive avec des gens qui étaient soignants par le passé, ça c'est le plus classique en fait, ou AP, enfin auxiliaire de puériculture et qui veulent, passer, infirmière ou enfin infirmier, voilà. Et dans ta classe, il y avait un petit peu de tous les, de tout, on va dire, pas les bords politiques, mais j'allais dire de tous les de tous les parcours scolaires, que ce soit des bacs pro, des bacs technologiques, Bah, des gens en j'ai fait reconversion? beaucoup de bacs, généraux et technologiques, mais beaucoup généraux je trouve, hein, quand même, hein. OK. Mais OK, ouais. après, enfin, faut pas que ça décourage des gens, hein, on peut tout à fait, faire un bac pro et être accepté. Voilà, après faut bien taffer, Parcoursup, voilà, essayer d'optimiser un maximum son dossier, mais ça se fait complètement, hein. Mmh. Un jour, je ferai un épisode sur Parcoursup et on va dire, le calvaire que c'est, parce que moi, j'ai pas connu Parcoursup. J'ai connu juste la version d'avant qui Oui, s'appelait APB. oui, moi aussi. Bon, donc Parcoursup, Enfin, c'est j'ai quand connu même, Parcoursup du coup pour rentrer à l'école d'infirmière et voilà, pour tout ça, mais j'ai l'impression quand je dis à des gens, à des étudiants Parcoursup, j'ai l'impression que c'est les souvenirs du Vietnam là, c'est vraiment c'est le calvaire, le PTSD originel. ouais, tout à fait. Ça se comprend. Alors merci en tout cas pour ces premières réponses. On va passer à la deuxième partie qui va se concentrer plus précisément sur le cursus en IMSI. Alors, première question, comment ça se déroule exactement le cursus en IFSI? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a des modules qu'on retrouve pas ailleurs? Comment ça se passe? Ouais, le fonctionnement en IFSI, alors pour tout ce qui est enseignement théorique, c'est quand même, assez calqué sur la faculté. Enfin, de toute façon, alors moi j'étais dans un IFSI privé, mais les IFSI publics sont d'emblée forcément reliés à l'université et en fait les privés aussi, hein, ils font un accord avec l'université parce que l'idée c'est qu'à la fin, on ait quand même, une équivalence du grade licence parce que, bah, il y a enfin, on en parlera sûrement après, mais il y a des étudiants infirmiers qui seront amenés en fait à continuer leurs études, vers des masters, ou vers des formations, des montées en compétences qui, pareil, où il y a un équivalent master. Enfin, ça on peut en parler plus tard parce que moi c'est l'idée. J'en ferai sûrement après, c'est sûr même et du coup voilà, ça se case un peu, sur, la faculté pour avoir, cette équivalence licence. Donc en fait, ça marche en unité d'enseignement, exactement comme à la faculté et voilà, il y a des choses qui sont plus, tournées vers, la théorie pure, un peu de la médecine en définitive, des choses qui sont plus tournées vers le soin relationnel et puis après tout ce qui est, les démarches cliniques, donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en école d'infirmière pour faire des plans de soins, enfin des programmations de soins, enfin des choses qui sont un peu plus spécifiques au métier et après, bah, on est beaucoup en stage quand même et plus la formation avance et plus on est en stage. Ça varie comment, les stages, en termes de durée? Et ben,
Si je me rappelle bien, première année, c'est 3 stages de 5 semaines. OK. Ah oui, Ouais, c'est ça. Deuxième année, on a 2 stages, mais de 10 semaines. OK. Et après la troisième année, on a 2 stages de 10 semaines et un stage de 5. Voilà, c'est ça. OK, ça oui, ça fait quand même une grosse partie au final. Bah, ça fait, 15 semaines première année, 20 semaines de deuxième et 25, sur la troisième année. Donc ça fait, plus de 1 an, quasiment 1 an, même plus, sur les 3 années? Ouais, bah, en tout cas la troisième année, on est la moitié du temps en stage. Voilà. OK. Ouais, ça ressemble plus ou moins à, on va dire, de manière très vague à ce qu'on a en école d'ingénieur, mais un petit peu d'un peu plus loin, mais c'est vrai que le cumulé, ça s'en rapproche. Ouais, Le cumulé s'en rapproche. Pour rappel, pour, vous qui nous écoutez, Lucie, ça dure bien 3 ans, hein, je dis pas de ouais, bêtises, Luna? exactement. Donc c'est en 3 ans et potentiellement une quatrième, mais ça, on va le voir, en fin d'émission, en fin d'épisode. Ouais. Et est-ce qu'il y a des particularités, par exemple, que ce soit les types d'épreuves, les stages ou les devoirs à rendre dans ce cursus comparé aux autres cursus universitaires que, je sais pas, tes amis ou ta famille a fait, ou ont fait? Heu, Bah, non, pour les unités d'enseignement, c'est des partiels assez classiques sauf, parfois on avait des travaux pratiques, on va dire, où voilà, on devait je me rappelle la première année, fallait, préparer une perfusion. Deuxième année, fallait, préparer une transfusion. Et sur, quelqu'un de vivant? Non, non, c'était complètement fictif. Ah, j'ai eu peur! Complètement fictif et 3e année, c'était quoi la 3e année? Ah si, piquer dans une chambre implantable. Donc les personnes qui ont généralement ce qu'on appelle des porte à 4 pour, passer les chimiothérapies. C'est souvent ça, voilà, D'accord, sur des mannequins. OK. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup plus cet aspect pratique que dans les autres cursus universitaires, enfin classiques, j'entends par là, fac de sciences, fac de lettres, fac d'éco, on a beaucoup plus cet aspect pratique. Je pense. Après probablement que, je sais pas, en pharma ou en biologie, ils manipulent beaucoup, tout ça, mais oui, c'est vrai que nous, faut y aller, enfin, faut aller vite parce que bon, en 3 ans, on est sur le terrain, quoi, on est petits. Même avant, parce qu'on est stagiaires et qu'en fait, beaucoup de stagiaires, sont à même très rapidement de faire les soins, toujours en étant encadrés, mais OK, donc au sein, on va dire, au sein des études, universitaires médicales, on va dire, ça se ressemble plus ou moins avec les autres. Il y a des affinités, il y a des similitudes, mais c'est vrai que en dehors de ça, c'est vrai que voilà, on a beaucoup plus cet aspect pratique et bah, médical, je dis des évidences, mais oui, j'enfonce des portes ouvertes, mais que par rapport aux autres cursus universitaires. ouais. Question que peuvent se poser les gens, qui nous écoutent, vous qui nous écoutez. Est-ce qu'il y a besoin de faire médecine ou d'avoir fait médecine pour suivre les cours, d'ici? Est-ce qu'il faut Pas du déjà faut tout, que pas du tout. cursus ah ouais? Non, non, pas du tout, bon alors moi je dis pas, hein, ça m'a donné un certain avantage, hein, c'est-à-dire que les cours sur l'anatomie, je suis allée au partiel sans les réviser, enfin je connaissais mon anatomie, il y avait aucun souci. Mais non, non, pas du tout. Alors, voilà, ça donne un avantage, mais il y a absolument pas besoin de passer par là et non, vraiment aucunement besoin de passer par là. Heu, de toute façon, enfin tout le monde peut y arriver. Je pense vraiment, qu'on sorte d'un bac, général, technologique, professionnel. Enfin, moi, il y avait beaucoup de gens dans ma promo, souvent des anciennes aides-soignantes, qui avaient même pas le bac et c'est pas un souci. C'est vraiment pas un problème, faut juste, travailler, essayer de se faire aider si on ressent qu'on a des soucis, enfin et on y arrive. Il y a beaucoup d'entraide en IFSI, en fait, normalement, quand on est sur un IFSI qui fonctionne bien, on est censé avoir des encadrants qui poussent vraiment l'entraide, très bon. Ah, il y a pas de souci. Mais du coup, ma question c'est, est-ce qu'il y a besoin, donc pour ceux qui sont au lycée, d'avoir fait une option spécifique? Parce que moi, je sais que quand j'étais en terminale, toutes, les personnes alors quasiment toutes, c'était des filles, parmi toutes les personnes que je connaissais qui voulaient faire médecine, avaient choisi de faire l'option SVT parce que voilà, SVT, médecine, c'est, dans la bonne continuité. Est-ce qu'il y a besoin de faire une option spécifique au lycée, pour prétendre à l'IFSI ou en tout cas pour, on va dire, un petit peu mettre du respect sur le dossier, lors de l'émission sur Parcoursup? Non, après bon, c'est bien d'avoir des petites bases, au niveau du fonctionnement un peu basique du corps humain, bien sûr. Mais moi, je me rappelle de personnes, qui avaient fait un bac ES, donc comme ça, spontanément, oui, c'est un bac,
Enfin, c'est un bac, général, mais en fait, on se dit pas que spontanément, elles vont aller en IFSI et puis au final, ça s'est extrêmement bien passé. Et la dernière fois qu'elles avaient fait de la SVT, c'était en première, hein. Donc Ah oui. Oh là là et encore ouais, en première et encore, je crois que c'est mélangé, c'est sciences, c'est un mélange de QG et TDSVT. que c'est ça, exactement, à l'époque, c'était comme ça, ouais. Et c'était le même enfin, c'était exactement, la même chose en bac littéraire. Voilà, c'était exactement le même niveau, et c'était très basique et c'est des filles qui sont brillantes, qui s'en sont très bien sorties et qui actuellement sont en train de faire, l'école d'infirmière de puériculture. Donc OK. ça se passe très bien. Donc petit conseil, pour ceux qui nous écoutent, bah, demandez pas les diplômes, aux infirmières. Commencez pas à avoir peur si elles ont un bac ES ou un bac Non, non, S. exactement. Faut juste avoir un attrait, enfin une espèce de curiosité par rapport au fonctionnement du corps humain et ça se passe très bien. Et par rapport à la population de filles, parce qu'on alors je mets les pieds dans le plat, parce que, ben, on dit plus souvent infirmière qu'infirmier. Ouais, C'est assez, marqué, comme une profession féminine tout à fait. et tu l'as ressenti comment, dans le cursus? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de filles? Est-ce que c'est juste une légende urbaine? Ah non, non, il y a énormément de filles, hein. Nous, il y avait beaucoup de garçons parce que, enfin, nous, on est quand même sur une grosse ville, j'ai fait mes études à Lyon et il y a l'école de santé des armées. Du coup, beaucoup de mecs étaient à l'armée, en fait, en définitive. C'était surtout ça. Beaucoup de nanas aussi étaient à l'armée, mais ouais, la plupart des mecs, venaient de l'armée, en définitive. Il y avait des rapprochements entre les 2. Alors je pose cette question parce qu'on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Oh, je sais pas ce qui se passait dans leur caserne, moi. Ce qui se passe dans la caserne reste dans la caserne. Exactement. Non, oui, forcément, il y a eu des rapprochements, mais Mais du coup, ils sont où, tous les mecs, qui veulent, faire, du médical, s'ils sont pas en IFSI, on va dire, hormis l'IFSI, pour l'armée, mais s'ils sont pas dans l'IFSI conventionnel, ils sont où? Ils ont méde médecine. ah donc on a vraiment, oui, cette démarcation comme quoi, voilà, médecin, docteur au masculin et IFSI, Non, mais c'est pareil, maintenant dans les études de médecine, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, hein. OK. Ouais, Vous êtes où les mecs là? Oh, c'est les clair. mecs là, vous êtes où là? Mes hommes là, ils sont où? Après, tu vois, enfin moi, je travaille enfin peut-être qu'on y viendra après, mais là je travaille en réanimation cardio-respiratoire et c'est un service où il y a plus de femmes, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'hommes. Les hommes, en fait, vont beaucoup se tourner vers, la réanimation, les urgences, les pompiers, le SAMU, les postes, il y a de l'adrénaline, on va dire. Ouais, il y a besoin de sensations. Voilà. Après, on s'étonne pourquoi les hommes, vivent moins longtemps à force d'être soumis au stress, à l'adrénaline et à vouloir rechercher des sensations fortes, Mouais, heu, alors, tu l'as précisé que tu avais fait plusieurs stages. Est-ce que c'était tous dans le même département? Comment ça se passe pour, la demande de stage? Est-ce que vous pouvez choisir les départements, Alors, comment ça se passait? Alors moi, j'ai fait principalement à Lyon, sauf un, parce qu'en fait, à Lyon, c'est un peu bouché. Il y a beaucoup trop d'étudiants pour assez peu enfin, oui, il y a assez peu de terrains de stage ou du moins pas assez de place sur les terrains de stage et du coup, on était obligés pendant notre formation, une fois, de rechercher, un stage en dehors du département. Donc moi, enfin, j'ai mes parents qui sont en dehors du département, bien loin du département, donc je suis allée chercher, là-bas. OK. Mais comment on vous fait la présentation? Enfin, comment vous prétendez? Il y a une plateforme, où il y a tous les stages et vous postulez? Non, on a quelqu'un enfin nous en tout cas dans l'école, on avait quelqu'un qui était, dédié à ça en fait, dédié à chercher des terrains de stage, pour les étudiants. OK. On peut faire Après des il demandes, mais c'est pas sûr que ce soit accepté. OK, donc la personne, vous faites des demandes, la personne revient vers vous, oui, non, ou sinon la personne vient directement vers vous en vous proposant un stage? Heu, non, non, on propose pas en fait, c'est vraiment, en fait on a un énorme listing parce que moi j'étais quand même dans une grosse promo et on cherche son nom et on regarde en fait, où on va, où on est et puis après bon on peut essayer de faire des réclamations, généralement en vain, mais on peut essayer. Attention, nouvelle règle! Voilà. Oh là là. C'est juste que voilà, quand, on veut vraiment un terrain de stage, enfin moi je me suis retrouvée à demander la réanimation pendant, toute ma formation et au final, arrivée au dernier stage, on n'avait pas encore, l'affectation pour le dernier stage, donc le stage pré-pro où là j'ai un peu dit: «Écoutez, par contre, il est où mon stage en réanimation? Je travaille bien, j'ai des très bonnes» enfin oui, j'avais de très, très bons résultats en IFSI, je pense que je le mérite, voilà, enfin à un moment donné, il fallait un peu y aller au culot parce que
C'est vrai qu'on voit des gens qui ont des terrains de stage qu'on veut et puis, en fait, ils les veulent pas forcément, mais nous, on les a pas. Enfin, c'est un peu on peut essayer de faire des échanges, mais parfois, on se retrouve un peu face à des gens qui sont bornés. Ouais. Des fois, ouais, pour le dire, on pèse nos mots des fois, hein. Parce que on vous assure que dans le milieu universitaire, des fois, se ressemble, va se ressembler en 1 fois par mois, 2 fois par mois, toutes les semaines, Ouais. tous les jours. Ouais, voilà, moi j'avais une très, très bonne formatrice, enfin ma référente était très, très bien et elle a vraiment essayé de pousser jusqu'au bout, quoi. Est-ce qu'il y a un stage qui t'a marqué, plus qu'un autre? Mis à part ton stage en Je vais te réanimation? dire un stage qui m'a pas du tout marqué. Ah, Un stage en crèche. ah, quoi? Enfin si, il m'a marqué, mais parce qu'en fait, je me suis fait suer, quoi, grosso modo. Ah oui? Bah, ouais, en fait, faut se dire que alors il y a des gens qui auraient adoré, vraiment, et moi c'est pas mon cas, moi j'ai jamais prétendu vouloir, travailler avec les enfants alors, du coup c'était intéressant d'être avec cette petite, bestiole pendant 5 semaines, mais concrètement j'étais assez désintéressée. J'aurais pu m'intéresser au développement psychomoteur de l'enfant et tout ça et en fait, bah, je jouais avec les gosses et j'essayais de de prendre ma place mais Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Nadia Rose, qui comparait, les bébés, j'allais dire les petits bébés, mais en fait, c'est les bébés, les petits bébés au à des clodos, en fait. Parce que lui, ça mange, ça boit, ça rote et ça dort. ouais, c'est ça. Non, mais après, ils étaient très mignons, hein, tous, hein, et les c'était des auxiliaires de puériculture aussi, ouais, qui étaient, très gentils, hein, mais bon, elles voyaient bien que mais bon, j'ai validé mon stage, ça s'est bien passé, mais voilà. Mais sinon, non, en stage, après, ils m'ont tous marquée dans leur j'ai fait beaucoup de gériatrie quand même. Gériatrie, on rappelle, voilà, Ouais, c'est c'est les personnes âgées. J'ai fait, 5 semaines en EHPAD, c'était mon premier stage et j'ai fait 10 semaines dans un service, longue durée de gériatrie, donc ça pouvait aussi s'apparenter à un EHPAD, mais quand même avec plus de soins, techniques. Mais c'était bien, c'était intéressant. la différence avec l'archéologie, tu nous J'adore les vieux, ils sont gentils. donnes au moins ils parlent. Enfin, c'est comme des bébés, mais au moins ils parlent, quoi. Ouais, non, franchement, c'était un bon stage. C'était un bon stage, la psychiatrie, c'était intéressant. Parce qu'on est obligé de faire, oui, ça, faut que les gens le sachent, heu, on est obligé de faire de la psychiatrie. Ah, véritablement, vous êtes obligé de faire de la psychiatrie? Ou du enfin après, c'est un peu c'est un peu flou, mais ils mélangent un peu psychiatrie et handicap, moteur et psychique, on va dire. OK, d'accord. Mais donc vous pouvez choisir sur n'importe quel des stages, mais si tu aimes pas trop, vaut mieux le prendre sur la plus faible durée. Ou non, il faut au total quand même 10 semaines, hein, Ah de oui, quelque chose qui s'y apparente, hein. Ouais, ouais. d'accord. Ah oui, 2 mois et demi de psychiatrie, Bon ouais. après voilà, je te dis psychiatrie, c'est au sens, très large, donc on peut choisir, on n'est pas obligé d'être avec, ce qu'on appellerait les grands fous, même si c'est un peu stigmatisant de dire ça, mais voilà, les gens qui ont vraiment des maladies psychiques, on peut faire en CMP, donc CMP, c'est les centres médico-psychologiques. Heu, c'est bien pour les gens qui ont pas beaucoup de moyens, en fait, c'est des psys, qui ont des psys et des psychiatres qui sont à la disposition, voilà, de gens qui ont pas beaucoup de moyens, c'est gratuit, en fait, c'est payé par l'État. Sauf que le problème, c'est que c'est bouché parce qu'il y a plus de place dans aucun CMP. Mais on peut faire là-dedans et c'est sûrement moins lourd que, voilà, les services fermés de psychiatrie, où, bah, concrètement, on tourne pas le dos à un patient, quoi. Mmh. Mais Ouais, c'est vrai que pour ceux, enfin, pour vous qui nous écoutez, qui n'ont jamais visité un hôpital psychiatrique, alors moi j'ai alors la chance ou la malchance, vous le dites comme vous voulez, j'ai pu entrer dans un hôpital psychiatrique, je crois que c'est celui de Nice, celui qui est vers Pasteur. C'est spécial. C'est spécial, se dire en fait, bah, entre guillemets, «on a la personne qui a le plus de droits». On a vraiment la personne qui a le plus de droits. On alors qu'habituellement dans les hôpitaux, quand on va visiter quelqu'un, on n'a pas tellement le droit de faire, ce qu'on veut, mais bizarrement, quand on est dans un hôpital psychiatrique, bah, on peut se mouvoir, on peut prendre des choses avec nous. Il y a pas de, grand problème. C'est plus, on a beaucoup de peine pour les gens qui sont là-bas. Moi, j'ai énormément de peine pour avoir visité, moi, ça m'a fait énormément de peine de voir les gens, qui erraient ici et là, qui attendaient leur visite. J'ai l'impression d'avoir été au parloir d'une ouais, prison. comme ça. C'est On fouille, on fouille. ouais, c'est et se dire qu'en fait, on a la personne aussi qui a le enfin, avec les infirmiers qui ont le plus de recul sur les choses. C'est,
c'est attristant, vraiment c'est attristant et on parlera un petit peu, de cette confrontation, on va dire à la douleur et à la souffrance des autres et comment s'en prémunir. On abordera ça un peu plus tard. Ouais. Mais tu vois, je pense que il y a pas de stage qui m'a, foncièrement, plus marqué enfin, bon si, mon stage en réanimation, forcément, j'y travaille actuellement, forcément que ça m'a marqué. Mon stage en USIC aussi, hein. USIC, c'est unité de soins intensifs cardiologiques et en fait, c'est un peu ça qui a ouvert la voie, enfin, à mon amour pour la cardiologie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en réanimation, cardio-respiratoire. Mais par contre, je peux dire la patiente qui m'a le plus marquée, c'était en psychiatrie. OK. Il Voilà. y avait une raison particulière? Je Bah, en fait, c'est la première fois où je me suis vraiment retrouvée confrontée à une patiente où j'avais envie de pleurer et je regardais partout alors j'étais pas toute seule dans la salle, mais je regardais partout sauf la patiente. Parce que vraiment elle m'a émue aux larmes cette gamine. OK. Ah, c'était une fille? Enfin, une jeune fille? Ouais, c'était une jeune fille, ouais. OK. Bon, Enfin une jeune femme, elle était majeure, mais toute jeune, toute jeune. OK. Ouais. Tu vas pas pleurer? Non! Non, non, mais je pense souvent à elle en me disant: «J'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle va mieux». Non, c'est vrai que c'est pas toujours, simple. Mmh. Alors juste pour, nos auditeurs, heu, toutes les listes, on va dire toutes les listes de services, tu sais peut-être où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'il y a une newsletter, un podcast? Est-ce qu'il y a, quelque chose, Pour la présentation des spécialités? ouais, exactement, des spécialités et des départements dans les hôpitaux qui, on va dire, qui définissent un Bon, il peu. y a pas forcément non, il y a pas forcément de référence, après, c'est des services généralement qui sont assez connus, hein. Heu, il y a peu de services, très, très spécifiques. Enfin voilà, faut se renseigner directement, souvent sur le site de l'hôpital, OK, par exemple, voilà. OK. Ouais, il faut un petit peu chercher, enfin un Après petit peu ch globalement, en fait, on se fait quand même beaucoup d'idées de comment ça peut se passer dans un service, enfin tel service, tel autre service. La vérité, c'est que c'est souvent très faux et après on arrive sur le terrain de stage, enfin moi, un exemple, hein, je suis arrivée en réanimation, je pensais que tous les patients seraient intubés, ventilés, qu'ils mangeaient pas, enfin qu'on les nourrissait, par une sonde. Ah pas du tout, hein. Pas du tout. le prank. Bon après moi je suis en réanimation chirurgicale, donc en fait, la plupart des patients, viennent, après une lourde intervention, donc ça nécessite de la surveillance, rapprochée en réanimation. Mais c'est des gens qui, la plupart du temps et fort heureusement, vont très bien. Du coup, on les extube rapidement et ils reprennent une vie, bon pas normale parce qu'ils sont à l'hosto, mais voilà, ils mangent, ils parlent, Ouais, vont ouais. aux toilettes, normal quoi. Mmh. OK. Ben, merci en tout cas pour ces petites, réponses que tu nous as fournies. On va passer à la troisième partie sur la réalité et la perception du métier ou du cursus ici. Est-ce que l'image qu'on t'a donnée de l'IFSI, elle correspond exactement à ce que tu as vécu? Est-ce qu'on te l'a vendu d'une certaine manière et est-ce que tu as retrouvé les éléments qu'on t'avait, racontés, vendus, lors du cursus? Je sais plus exactement comment je percevais l'IFSI, avant. Après, bah, je te dis, moi avec mon histoire perso, j'ai quand même, été dans les hôpitaux, enfin voilà, le soin à la personne, je connaissais un peu donc non, je pense que c'était assez fidèle, à ce dont je m'imaginais, mais j'imagine que oui, il y a des gens pour qui se heurtent à une certaine réalité, qu'ils imaginaient pas, quoi. Ouais, on est bien d'accord que c'est pas Urgence, c'est pas, Doctor Pas House, on est loin des séries. pas du tout, pas du tout. Vas-y. C'est Bah, déjà, dans la plupart de ces séries, les infirmières, elles sont complètement, invisibilisées. Tu l'impression que c'est les médecins qui font les pansements, c'est les médecins qui préparent les patients pour le scanner. Alors pas du tout, pas du tout. Vas-y, Valménomée, du respect sur les infirmières, dis-nous ce qui se passe, c'est quoi la vraie vie? Bah, non, mais la vraie vie, c'est que chacun essaye de faire son travail, comme il le peut, avec, les moyens, qu'on lui donne et qu'il y a beaucoup de dépassements de tâches. Donc, il y a beaucoup d'aides-soignantes, qui font du travail infirmier pardon, les infirmières qui font le travail des médecins, les médecins qui font enfin voilà, en fait, on fait comme on peut. Mais voilà, l'infirmière, c'est pas juste, Nunuche qui se plaint, parce que ça aussi on voit beaucoup par contre. On se plaint beaucoup, on va pas se leurrer, mais voilà, dans les séries, c'est beaucoup, la nana qui se plaint. On fait autre chose. Mais on est bien d'accord que quand on est hospitalisé, la personne qu'on voit le plus, ou en tout cas à qui on peut plus facilement demander de l'aide, c'est l'infirmière, plutôt Oui, que le bah, oui, médecin. oui, oui, bien sûr. L'aide-soignante et Voilà, l'infirmière. elles ont vraiment un aspect clé.
Non? Ouais, bah, c'est que nous, en fait, on est tout le temps avec eux et ce qui est normal et c'est normal que les médecins soient pas tout le temps, soient pas tout le temps là non plus. Et ça, on vous le dit bien pendant le cursus que voilà, vous êtes la personne, Ouais, référente, c'est bien répété et tout? Et du coup, ma, mmh, ma question, est-ce que tu as peut-être des raisons de savoir pourquoi, les gens abandonnent? Pourquoi il y a 3000 étudiants qui ont abandonné en première année, est-ce que tu as peut-être, des éléments de réponse? bah, alors il y a peut-être des gens qui sont un peu impatients déjà. Le premier stage, l'idée c'est de valider la compétence, 3 de mémoire, qui est la compétence soins d'hygiène et de confort. Donc moi, bon, il se trouve que j'étais sur un stage, parfaitement fait pour ça, vu que j'étais en EHPAD. Heu, il y a d'autres stages pour lesquels c'est un peu plus difficile de transposer ça, mais parce qu'il y a des gens qui sont très autonomes, hein, sur certains lieux de stage. Mais voilà, là, admettons, voilà, une gamine de 18 ans, parce que généralement c'est ça. Moi, j'étais un peu plus âgée parce que j'avais fait d'autres études, avant. Mais une gamine de 18 ans, ce qui se confronte, à une personne de 90 ans, il faut la laver, il faut la changer, je pense que déjà ça peut venir heurter quelque chose, même si on se l'imagine, je pense que le fait de le faire peut être un peu difficile. Se confronter à la douleur, se comporter, voilà, il y a des gens qui arrivent directement dans des services qui sont très lourds, se confronter directement à la douleur, à la peine, des patients, des familles, ça peut être très difficile. Heu, et puis après, ça on peut en parler aussi, il y a des étudiants qui ont des terrains de stage, enfin en fait, on peut pas l'anticiper. Même si en fait, il y a des terrains de stage qui sont un peu connus pour ça, où, l'équipe soignante est vraiment pas, sympathique et bienveillante et il y a beaucoup de problèmes là-dessus, dans le monde, soignant en tout cas. Avant l'interview, quand je t'ai envoyé, la proposition pour l'interview, tu m'avais parlé qu'il y avait certaines personnes qui ont vécu des désillusions en arrivant en IFSI. Je sais pas si ça s'est passé, dans ta classe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être les éléments déclencheurs et surtout d'où venaient ces idées, un petit peu, préconçues, qu'ils avaient déjà? Bah, déjà, je pense que voilà, il y a des gens qui ont vraiment, cette envie d'être utile et de toute façon, quand on est infirmier, on l'est, hein, de fait. Mais voilà, il y a des gens qui veulent travailler dans des conditions, qui soient bonnes, en définitive et ça par contre, c'est pas trop la réalité du terrain. Alors il y a des services qui sont plus protégés que d'autres, hein. Moi, je suis dans un service qui est assez protégé parce qu'en réa, tout est très normé. Mais voilà, quand on se retrouve, un matin et puis en fait, bah, la collègue elle est pas là pour X raisons, un arrêt maladie qui tombe comme ça, bah, en fait, de 10 patients, on passe à 20 dans les cas, c'est un cas light, hein, parce qu'il y a des cas, où en fait, enfin moi j'ai ma belle-mère qui est infirmière en EHPAD, quand il y a un arrêt maladie qui tombe, en fait, on passe de 60 résidents à 120, hein, Wow. par exemple. Donc voilà. Mais du coup, il y a beaucoup déjà d'infirmiers, d'étudiants infirmiers qui se retrouvent à parfois faire le travail d'une infirmière, donc sans filet de sécurité parce que pas de surveillance. Donc déjà ça, c'est très dur, quand on est infirmier et enfin étudiant infirmier et qu'on se confronte à ça. Voilà et puis il y a des gens qui aimeraient dédier plus de temps en fait, à des patients qui en ont besoin et qui le peuvent pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de moyens à l'hôpital public ou même en clinique, hein, d'ailleurs c'est les mêmes problématiques. Donc il y a des gens qui arrêtent pour ça aussi. De toute façon, l'espérance de carrière d'une infirmière, c'est 7 ans, le diplôme inclus. Donc en fait, c'est 4 ans en tant qu'infirmière sur le terrain. Quoi? Attends quoi? 7 ans? 7 ans, Quoi? Études comprises? études comprises. Oh mais c'est fulgurant pour les gens qui disent: «Ouais 7 ans c'est beaucoup». 7 ans C'est rien, c'est rien dans une carrière, c'est absolument surtout si on compte les études, 4 ans de carrière, c'est c'est que dalle. c'est rien. Je suis quasiment à 2 ans et c'est passé à la vitesse, de l'éclair. C'est, ça veut dire qu'en vrai, enfin, les fermeurs s'en vont soit elles s'en vont parce qu'elles en ont marre, soit parce que les conditions de travail sont trop dures, Les ou parce conditions de qu'elles travail ou sont posent dures, bon alors après ça pareil, on le sait, mais je pense qu'avant de s'y confronter, on peut pas forcément, c'est pas palpable, on va dire. Mais voilà, les plannings, alors après il y a plusieurs manières de travailler, hein, bien sûr, hein. Il y a les gens qui travaillent en 7 heures, enfin pour les carrières hospitalières, il y a les gens qui travaillent en 7 heures, il y a les gens qui travaillent en 12 heures, il y a des services, où il y a des équipes qui font jour et nuit. Enfin moi c'est mon cas, en l'occurrence, je fais des jours et des nuits. Il y a des gens qui font que des jours, il y a des gens qui font des nuits en 10 heures, enfin c'est très particulier, c'est la semaine, c'est les week-ends, heu
Voilà, il y a beaucoup de problèmes de planning aussi, donc il y a beaucoup de gens qu'on appelle sur leur repos: «Est-ce que tu peux venir remplacer?» Voilà, ça reste lourd, enfin, sur la vie personnelle. Alors après, voilà, moi je suis en 12 heures, ça me va très bien, je peux quand même avoir des longues périodes de repos, mais oui, oui, c'est lourd. Ouais, voilà, est-ce que parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver la stabilité, sinon à chaque fois le planning il change, C'est ça. moi je sais que dans mon CDD, alors je fais pas du tout ça, hein, mais je fais un CDD, et mon planning il arrive, le mercredi pour la semaine d'après, donc je peux jamais prévoir un événement plus de, 10 jours ou une semaine à l'avance. Et c'est légal ça? Parce que normalement, enfin nous en tout cas, moi les cadres m'ont dit: «On est censé vous fournir le planning, du mois qui va suivre, avant le 15 du mois». Bah, ça ils me disent, aussi, mais enfin j'ai eu l'écho, et le retour d'un autre ami qui me disait qu'il avait eu dans un autre CCD, avec 2 semaines d'avance. Là, je me dis que c'est un mois d'avance, donc je sais pas si c'est réglementé. Je sais pas, après peut-être qu'ils ont des dérogations en fonction, mais je sais Bon, après là où je suis, il y a énormément de turnover, Ouais. donc le planning, à chaque fois il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent, qui viennent pas, mais c'est vrai que ouais, la réalité du métier, bah, avant d'y être confronté, ouais, c'est, tu raison, on peut que la considérer, mais on la ressent pas, c'est ça. elle. Et donc ouais, est-ce qu'il y a pas aussi, ce fait que, comment ça s'appelle? Les étudiants en IFSI, ils idéalisent un peu, ou ils sacralisent ce cursus-là en se disant, «Oui, je vais faire ça, je vais aider, X, Y personnes», peut-être ça aussi, je pense, non? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Enfin, chez les gens qui sont vraiment sincères dans leur volonté de faire infirmier, c'est souvent ça. C'est des désillusions sur le fait que: «Ah bah, en fait, j'aurais aimé, prendre la main de cette patiente à ce moment-là, mais en fait, il y avait ça, ça, ça et j'ai pas pu» et voilà, et c'est comme ça. Et même par rapport aux cours, est-ce qu'il y a pas une désillusion par rapport aux cours? Je sais pas, heu, alors, toute proportion gardée, j'avais regardé le film, je sais plus comment il s'appelle, c'est avec, Vincent Lacoste, je crois que ça parle, de la première année de médecine, j'ai plus le nom. Vous retrouverez le nom, vous me le direz dans les commentaires. Qui nous parle de la première année de médecine. Est-ce que voilà, il y a un petit peu cet aspect-là où les cours, ils se passent, différemment, Non, non, ça se passe très différemment, enfin, c'est bon après, enfin, je vais pas f oui, non, je vais pas dire ça comme ça parce que c'est selon mon prisme. Moi, forcément, j'ai trouvé ça assez facile, d'autant que, enfin, je te dis, comme il y a beaucoup d'entraide en IFSI, il y a quand même beaucoup de partiels qui se font en groupe aussi. Alors, avec les avantages et les mésavantages du groupe, hein, bien sûr. Le gars qui n'est jamais là. Voilà, enfin, mais bon, voilà. Mais, non, globalement, les cours sont, je trouve, accessibles. Il y a des gens, forcément, en fonction de leur parcours antérieur, fallait peut-être qu'ils se donnent plus, mais, il y avait toujours quelqu'un pour expliquer, je trouve ça assez accessible. Enfin, j'ai vu assez peu de personnes, échouer vraiment, à cause de quelque chose de théorique. Généralement, en fait, quand ça allait pas en théorie, ça allait pas sur le terrain et vice versa, c'est quand même un métier où il faut beaucoup se remettre en question. Mmh. Ah d'accord. Ah bon? Pourquoi? Ouais, bah, oui, tout le temps. Tout le temps sur, est-ce que je devrais plus, approfondir ce côté théorique? Est-ce que là, j'ai bien fait? Est-ce que mon positionnement était le bon? Alors ça, c'est surtout sur des choses, le positionnement, c'est plutôt pour des choses relationnelles, mais voilà. Mais est-ce que j'aurais pu m'organiser différemment pour un soin? Est-ce que ça aurait été plus optimal? Enfin voilà, c Un petit peu cette quête d'amélioration en continu, en fait. oui, oui et puis voilà, nous, les gens qu'on voyait avoir constamment, en fait, des problèmes en stage, à un moment donné, on se dit: «C'est pas l'équipe, c'est l'étudiant, qui a peut-être pas trouvé, sa posture d'étudiant». C'est dur la posture d'étudiant et c'est d'autant plus dur, pour, les gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui voilà, ont été sur le terrain pendant des années. D'un coup, on se retrouve, de nouveau étudiant, de nouveau, voilà, encadré par des équipes, c'est difficile pour eux. Mmh. Tu as connu des cas où ça s'est produit? Ouais, des étudiants qui avaient tout le temps des problèmes en stage, oui, ouais et quand on sait que, la personne d'avant, sur ce même terrain de stage, ça s'était très bien passé, ben, on se dit: «Il y a peut-être un souci avec l'étudiant». Donc on va revoir. Mais quand c'est tout le temps, malheureusement, bon, voilà, faut se remettre en question, c'est juste ça. Et faut apprendre à fermer sa bouche. Ça, c'est très important. C'est horrible, hein. Non, non, mais c'est horrible parce que parfois, franchement, il y a des situations où ça mériterait d'ouvrir sa bouche, mais parfois, mieux vaut apprendre, à se taire. OK, vous avez entendu là? Fermez-la, fermez-la! Non, Si vous voulez ouvrir, bah, réfléchissez. c'est triste, mais parfois, voilà, il y a des
profil d'infirmier avec qui, on s'entend pas trop. Bon, faut prendre sur soi, espérer ne pas, qu'il ne nous encadre pas par la suite du stage et puis passer son chemin et puis c'est pas grave. Au moins ça nous forge, voilà, moi je traiterai jamais mal un étudiant, par exemple. Enfin, en tout cas, je me vois pas. Peut-être que je changerai de d'ici quelques années, mais je me vois pas maltraiter un étudiant. Ouais, après ça dépend ce qu'on appelle maltraiter. Si tu commences à qu'est-ce que tu appelles comme maltraitement? Non, mais après ça dépend. Déjà, enfin moi, bon, déjà, ça fait 1 an et demi que je suis en réanimation, j'ai pas eu l'occasion d'encadrer beaucoup d'étudiants, mais voilà, quand je les récupère le matin ou le soir, je leur dis: «Écoute déjà, est-ce que tu veux faire de la réanimation?» S'ils me disent: «Oui», là je vais avoir beaucoup d'exigences en fonction de voilà, s'il est au tout début de son stage, bon, tranquille. Mais s'il est à la fin de son stage qui me dit: «Oui, je veux faire de la réanimation, en plus je veux venir dans ce service», là oui, bien sûr que je vais être un peu plus dure. Voilà, si la personne elle me dit: «Ah bah non, je veux être en EHPAD». Ah bah OK. Bah je t'attends au tournant pour tout ce qui est soins, relationnels, tout ce qui est soins d'hygiène, tout ce qui est soins de confort, tout ce qui est les choses de base, voilà, préparer une perfusion. Mais, je vais pas te demander de m'expliquer le fonctionnement d'un cathéter artériel, de me demander si là le patient il ventile bien sur son respirateur, non, tranquille. OK. Ah oui. Enfin si, je peux lui apporter, des connaissances, mais je vais pas lui demander, d'être un expert de la ventilation mécanique chez le patient. Même moi, je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie que tu m'interroges là-dessus. J'ai trop peur. Me tape pas, me tape pas. Le tout, c'est que voilà, il faut toujours essayer de prendre, quelque chose, dans un stage, même si foncièrement il nous intéresse pas, essayer de récupérer quelque chose d'intéressant quand même. Très bien, très bien, très bien. Passons à une autre partie sur tes expériences et surtout tes anecdotes. Je pense qu'ils peuvent vous plaire, aux personnes, qui nous écoutent. Comment est-ce que tu as vécu ce cursus durant la période covid? Alors parce que voilà, si je dis pas de bêtises, donc c'est en 2020 que tu as reçu la réponse. Donc commencé le stage, enfin le cursus en septembre 2020 C'est ça. et donc, on était encore dans le covid. Enfin, on venait de sortir du premier confinement. On arrivait au deuxième confinement aussi et comment ça s'est passé? Surtout voilà, on va pas se mentir que pendant le covid, bah, le personnel médical, tout le monde médical était au 1er rang. Vous êtes en première ligne de cette pandémie mondiale. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est ressenti dans le cursus? Est-ce que les profs, les encadrants, est-ce qu'ils ont, je sais pas, développé des techniques spéciales? Est-ce qu'on vous a mis, directement sur le terrain? Est-ce qu'on vous a développé des unités d'enseignement spécifiques? Est-ce qu'il y a eu des stages en corrélation? Le gros était passé, on va dire. Donc, voilà, on est un petit peu arrivé après et je trouve qu'on a quand même été, assez protégés. Ce qui était pas le cas, par exemple, voilà, des étudiants infirmiers en 3e année, en 2020 où là, oui, ils ont été, lâchés sur le terrain, je crois qu'il y avait quand même un petit peu de volontariat, mais, ils ont été, complètement lâchés sur le terrain. Nous, on a été protégés, enfin ça s'est passé, plutôt passé normalement. Après, vu qu'il y a eu le deuxième e confinement, je crois fin octobre, début novembre, si je me rappelle bien, Oui. on était passés en visio et là, ça a été un peu compliqué pour, certains étudiants qui, bah, juste avant, n'avaient pas réussi à créer de lien, avec des gens de la promotion, ce qui est quand même très important et du coup, ça a été compliqué parce que, du coup, on était en visio, chacun était chez soi, pour créer du lien social avec, les gens de la promotion, ça a été compliqué pour eux. Voilà. Mais sinon, non, après il y avait quand même des limitations sur le terrain, mais bon, fallait porter le masque, fallait être vacciné, bon, classique quoi, en définitive. Je te demanderai pas ta position sur le vaccin. Ah! C'est tranquille. Je veux pas. Ah ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a, Roy? C'est une hémorroïde, pourtant. Désolée pour le chien. Oh, ça sera gardé au montage, hein. Par rapport au stage, on revient au stage, est-ce que tu as une anecdote drôle et du coup une anecdote moins drôle qui te sont arrivées lors de tes stages? Oh, je retiens le positif moi. Non, mais alors, il y a les classiques, les grands classiques, mais ça m'est arrivé, j'étais plus étudiante déjà, putain ça craint. Non, mais voilà, le patient de réa qui va bien, qu'on essaye de réveiller. Le classique, c'est de vérifier s'il répond à l'ordre simple et du coup, bah, je prends la main de mon patient et je lui dis: «Mais monsieur, serrez-moi la main, serrez-moi la main» et je sens que la main, elle bouge, mais je sens pas de il me serre pas la main non plus à fond. Là, il avait plus de doigts.
Forcément! Oh, le classe. C'est le classique où, voilà, chez quelqu'un qui est doublement amputé des jambes: «Bah, monsieur, pliez les jambes pour nous aider à vous remonter dans le lit». Oh Oui, non! bah, oui. Oh non! Bon ça m'est pas arrivé, mais c'est le même principe, quoi, de je Et du coup, le patient, il le prend comment? Il dit: «Mais elle se fout de ma gueule, Ah, le là, et patient, il tout?» était intubé, il était encore à moitié endormi, il m'a fait une tête en mode: «Bah, meuf, oui, pas forcément». Voilà, ça c'est un grand classique, de la profession. On l'a tous fait, hein, voilà, généralement les patients ils en rigolent, hein, voilà. Non, après, c'était mon deuxième stage de première année et là c'était oh là là, mon Dieu. En gros, j'étais en gynéco-obstétrique et on était sur, une patiente, le travail avançait, mais il avançait, très, très lentement et elle commençait à en avoir, très marre et du coup, bah, on dit: «Écoutez madame, il y a votre conjoint, il y a quand même une manière d'accélérer un peu le travail, parce que ça libère des hormones tout ça, c'est d'avoir un rapport sexuel». Voilà. Mais attends, pourquoi tu lui demandes quoi? Mais non, mais Pas com c'est les sages-femmes, enfin les sages-femmes, elles s'y connaissent, elles disent: «Madame, si vous voulez essayer d'accélérer le travail, ayez un rapport avec votre conjoint, quoi». Bon, mais accélérer le travail de quoi? elle est en train d'accoucher. Ah! Oui, le travail, d'accouchement, quoi. Quoi? Mais attends, hein? Attends, là, il y a mon cerveau qui est en train de bugger. Quoi? Non, mais en gros, enfin, Refais ça? oui, 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 voilà. Elle était pas encore, extrêmement dilatée et ça avançait pas et voilà et en fait, bon, bah, on lui dit ça, mais on pensait pas qu'ils allaient s'y mettre, tout de suite, quoi, d'autant qu'il fallait qu'on lui mette des antibiotiques et en fait, je suis arrivée avec ma perfusion antibiotique dans la chambre et ils étaient en plein oui. Ah, ah non. Ah ouais, bon, bah, le faire dans l'hôpital, allez, c'est check. Allez, c'est bon. Manque plus que l'avion et les toilettes, du kebab. Voilà, par exemple. Mmh. Quoi? Mais Non, après d'autres trucs, un grand classique, c'est «Ah bah, je viens voir mon mari en visite». Ah oui, mais votre mari, il a déjà son épouse là dans la chambre. Ça aussi, c'est des grands classiques. c'est incroyable. Mais, tu t'es trompé de podcast, hein, c'est pas After School, tu dois faire c'est Légendes, hein, lâche. Ah ouais, je te jure. Il y avait un très bon podcast d'ailleurs sur les gendres que je conseille aux gens, un infirmier de soins palliatifs qui je crois qu'il est sur Instagram, il s'appelle L'Homme étoilé. Magnifique podcast. Je crois que j'ai lâché une petite larme à plusieurs reprises. Mais ouais. Tu peux rappeler ce que c'est que les soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est général enfin, le plus souvent alors parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup enfin, il y a une espèce de vision des soins palliatifs que quand on rentre en soins palliatifs, on meurt forcément. Il y a quand même certains cas où les gens, ils rentrent en soins palliatifs pour, des soins de confort, de support. Mais en fait, on va essayer d'optimiser vraiment leur prise en charge pour qu'après ils puissent retourner chez eux et puis vivre leur vie, mais, en étant, fonctionnels, pas douloureux, voilà. Sans d'apprivoiser la maladie. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des gens qui ont des maladies, incurables avec un pronostic vital qui est engagé sur du plus ou moins long terme et voilà, du coup, on les hospitalise pour essayer de leur apporter une fin de vie, la plus belle, la plus digne, la moins douloureuse possible. Et donc en parlant de palliatifs, est-ce que tu as une anecdote moins drôle? Ou peut-être, ou sur lequel, tu J'en mar ai plein, je suis en réanimation, autant te dire que des anecdotes, pas très drôles, j'en ai la pelle, hein. ouais, ouais, ça doit arriver plus souvent que des anecdotes drôles, enfin que des Bah, moments drôles. après il y a des situations qui sont difficiles, mais on arrive à en faire quelque chose de beau, quand on arrive à créer une relation forte avec la famille, quand on arrive à parce que nous aussi, en fait, parfois, on fait du soin palliatif où on arrive voilà, accompagner le patient, au mieux. Bah, merci en tout cas pour, ces anecdotes, en vrai, je pense moi, celle avec, le coït, elle est incroyable, hein. Ouais, Ah ouais, ouais, franchement: «Maman, comment je suis né?» «T'inquiète, t'inquiète, seul Dieu le sait, exactement. seul Dieu le sait et Eva Luna». Et on va passer à une autre partie sur l'aspect humain du cursus et du métier, Ouais. en ici. Parce que voilà, on sait que la part de social, on en parle depuis le début, elle est assez présente, donc établir des liens, que ce soit avec le patient, avec la famille, avec les collègues de travail, avec les encadrants. Il y a besoin de beaucoup d'empathie, de compassion dans cette formation, mais quelle est la part réellement? Est-ce qu'il y a des unités d'enseignement? Comment ça se développe de manière générale? Ouais, alors après, je pense qu'il y a quand même un peu d'inné, enfin, quand on est foncièrement pas humain, qu'est-ce qu'on va faire dans une formation comme ça? Après, foncièrement pas humain. Moi, je sais que alors, je sais bizarrement que je n'ai aucune empathie. Je Arrête, non, j'ai non, j'ai la faut un petit compassion peu, tu abuses. j'ai de la compassion pour les gens, mais j'arrive pas à ressentir ce qu'ils ressentent. Ouais,
Ouais. C'est Oui, mais déjà avoir de la compassion, c'est bien déjà. oui, c'est de la compassion, je sais, mais l'empathie, je sais pas ressentir ce que les gens ressentent. C'est un truc qui m'est un peu inconnu, mais du coup, je me dis: «Mais avec les» enfin, par exemple, une mauvaise nouvelle qui arrive, bah, c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est juste une nouvelle, quoi, pour moi. Oui, mais après on te demande pas de savoir la gérer pour la personne, hein. On te demande juste d'être là éventuellement, mais bon après tu es pas infirmier, voilà, après tu fais bien comme tu peux, hein. Nous, il y a des cas qui sont gravissimes, qui sont très graves où on se rend compte qu'assez rapidement on va vers une impasse thérapeutique. Heu, c'est pas quoi dire au patient et en fait le patient il attend rien, il attend juste, un regard, une attention, voilà et qu'on essaye de l'accompagner, au mieux par la suite. Mais non, sur le cursus, purement théorique, on a des unités d'enseignement de soins relationnels, un peu de droit, d'éthique où, en fait, le concept du partiel, c'est de réfléchir à une situation, hein, concrètement et ça se fait surtout sur le terrain de stage. OK. Franchement, Est-ce qu'il y a même pas aussi de psychologie ou je ouais, sais pas? oui, bah, c'est, sur le premier semestre, mais heu, mais non, après voilà, ça se forge surtout, avec, voilà, moi j'avais une formatrice, à l'école infirmière qui était super, qui était géniale. En plus sur laquelle je me reconnaissais quand même pas mal parce que je pense que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de probablement très empathique, avec beaucoup de compassion, mais c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Moi non plus, je parle pas beaucoup. Ah là, comme non, on dirait pas comme ça, mais en vrai, je parle pas beaucoup, mais parfois ça sert à rien de parler. Voilà et puis après, c'est en fonction aussi des professionnels qu'on rencontre sur le terrain. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice, chacun avec sa personnalité, son caractère, sa manière de faire. OK, c'est comme ça, on se complète. Il faut pas hésiter à passer le relais si on se sent pas avec un patient. On a le droit aussi de trouver des patients insupportables. Et est-ce qu'on enfin, on peut passer le relais quand, ça devient, Trop lourd. ouais, trop lourd émotionnellement, Oui, il faut et absolument et je pense que c'est le cas où il faut, le plus passer la main rapidement. parce que oui, ça peut conduire à des erreurs, à un mo on va dire, je sais pas, Non et puis la vérité, c'est qu'en vrai, tu peux pas t'effondrer devant le patient. Enfin, c'est rare, après il y a des patients, ils voient que tu es touché, ils vont me dire: «Écoutez, vous avez le droit aussi de» voilà, sur des patients qu'on accompagne depuis super longtemps, mmh, faut se permettre. mmh. Ça me rappelle, je sais pas si tu as déjà vu le film, 6 Sens Non, avec Bruce Willis? non, non, j'ai pas du tout. Mais en fait, Bruce Willis, il joue le rôle d'un psychologue. Il accompagne un enfant qui, au premier regard, aurait, des troubles psychiatriques, enfin, parlerait, à des gens qui n'existent pas et en fait, au moment dans un film alors je vous invite à regarder le film, il est vraiment bien. La scène de fin, elle est giga connue, c'est devenu un classique, mais il est vraiment bien ce film et à un moment dans le film, le psychologue Bruce Willis, pleure devant son patient. Bon, moi, je voyais juste un acteur qui pleurait, enfin, un personnage qui pleurait devant un autre personnage et en fait, notre prof nous a raconté que, voilà, le personnel médical n'est pas censé pleurer devant les patients, enfin, Non, non, on n'est pas censé. Après, le fait est qu'on est humain et que parfois il y a des situations qui nous touchent plus que d'autres, qui nous dépassent et en fonction du patient, c'est pas forcément grave. Après, faut juste pas que ça arrive, chez tous les patients. Parce que, enfin, voilà, moi je te dis, je suis en réanimation, si je devais pleurer à chaque fois qu'il y a un patient, catastrophique, très, très compliqué. Très, très compliqué. tu bois que de la flotte, tous les jours pour les larmes là que tu as perdues Voilà. Mais oui, sur des cas particuliers, c'est pas grave, c'est pas grave. et quand on est, voilà, confronté à la maladie, à la faiblesse, à la tristesse des familles, parfois à la mort, hein, on va pas se mentir, on dit clairement les termes, il se peut que durant les stages, il faut le dire, hein, qu'ils peuvent voir des morts, hein, que ce soit dans n'importe quel, je pense que ça peut arriver dans tous les services, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, oui, oui, concrètement. Heu, Comment on fait pour, s'en prémunir ou du moins pour en paraître, et je dis bien le mot paraître détaché? Ouais, mais faut pas paraître trop détaché parce que, vis-à-vis de la famille, ça quand même, voilà. Ça peut être la 5e mort dans la journée, ça n'arrive pas, hein, qu'on se le dise, mais voilà, faut pas paraître détaché, surtout vis-à-vis de la famille et même vis-à-vis du corps quand on fait la toilette, pré-mortuaire, voilà, toujours dans le respect, de la personne. Enfin moi je leur parle, je pense que je leur parle même plus quand ils sont
décédés, sédatés, que quand ils Et sont, c'est bon, bien elle parle au canet, c'est la fin de cet épisode. voilà. Mais non, comment on s'en prémunit? Déjà, voilà, faut intégrer que dans ce métier, ça peut arriver, que ça va arriver probablement, que c'est comme ça, que c'est la vie, qu'on peut pas sauver tout le monde, qu'on a un comme dit la psy de mon service actuel, on a, une obligation de moyens, mais pas de résultats. Donc faut tout faire pour, essayer de sauver le patient. Là, je suis sur mon prisme de personne en réanimation, hein, qu'on se le dise, mais voilà, faut essayer de tout faire pour sauver le patient et puis, bah, si on n'y arrive pas, bah, c'est triste, mais on aura tout essayé. Déjà, essayer de soulager la conscience avec ça et puis après, voilà, faut c'est important les équipes qui sont soudées. C'est important de parler à ses collègues infirmiers, aides-soignants, psy, médecins, parfois il y a des situations qui sont très, très importantes à débriefer. Voilà, c'est important d'en parler, sans se juger, en essayant de mettre en avant certaines pistes de réflexion et puis c'est important d'avoir une vie personnelle qui est, équilibrée. Moi, je sais que je suis dans un service où les gens sont des grands hyperactifs. Ils font beaucoup de sport, ils font beaucoup d'activités, Ouais, pour, se défouler et libérer toute la pression. ils ont une vie personnelle qui est assez riche, globalement. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, est-ce que la vie, de manière générale, a pas une saveur différente? Ou est-ce que tu vois pas, enfin, est-ce que tu vois la vie, en tout cas, le fait d'être en vie, sous un autre prisme quand tu profites, d'un moment avec, tes proches, avec ta famille, tes amis? Bah, il est clair que, il y a certains petits tracas, où on se dit: «Mais bon allez, ça reste futile», enfin, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Je rigole. Mais non, non, mais voilà, il y a des petits tracas, de la vie de tous les jours qui sont foncièrement chiantes et on peut se plaindre, hein, c'est pas parce qu'on est confronté à la mort tous les jours que, on n'a pas le droit de se plaindre, mais voilà, on relativise. Forcément, on relativise. Oui, parfois, on n'est pas ancré dans le moment présent et puis après, il y a une petite étincelle dans le cerveau qui se dit: «Bon, c'est bon là, essaye de profiter, essaye de penser à autre chose», voilà et puis en fait, on vit dans enfin, en fait, j'ai jamais été quelqu'un de très insouciant. Quand je suis arrivée en réanimation, je me suis pris une de ces claques. Vraiment, je faisais beaucoup de transferts sur mes parents, mais si demain il arrivait ça à mon papa, je serais dévastée, enfin des choses comme ça où on se dit: «Mais comment je réagirais?» Donc voilà, il faut aussi connaître ses limites. Moi, je te dis, je travaillerai jamais avec les enfants, c'est probablement lié à mon histoire, personnelle. Jamais je travaillerai avec les enfants. Je pense que jamais je travaillerai en oncologie, donc en cancérologie. Ça, c'est quelque chose même en soins palliatifs, c'est des choses que je pourrais pas. C'est faut connaître ses limites. C'est important quand même de se connaître soi. Mais forcément qu'on fera des erreurs, hein, on apprend à se connaître. Enfin, les gamines qui sortent du bac, qui font directement l'école d'infirmière, elles sont infirmières, elles ont 21 ans. Elles ont encore le temps d'apprendre à se connaître, hein, et c'est normal. Mais il faut savoir être honnête avec soi. Voilà. Alors qu'à 21 ans, moi, j'étais où? J'étais en prépa, Ouais. voilà et je déchirais encore mes contrôles quand j'avais un 3/20. Non, non, mais exactement, mais elles aussi, en fait, mais elles sont pas encore matures et elles feront probablement des erreurs, dans le début de leur carrière ou peut-être qu'elles essaieront de se pousser dans une voie. Enfin, moi, je te le dis, hein, je suis en réanimation, peut-être que je suis pas du tout faite pour la réanimation. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, le tout, c'est d'essayer de faire une introspection, d'où ce côté où il faut vraiment toujours se remettre en question, faire une introspection, essayer de connaître ses limites, en fait et en parler surtout, en parler à son équipe. C'est très, très important. Essayer de débriefer le plus rapidement possible après, aussi. En parlant d'aspect humain, alors on a parlé de l'aspect humain plus lié au social et au parasocial, plus parler de l'aspect humain en tant que personne et ressources, qu'on a on entend énormément au JT, sur les médias, bah, que les ressources en termes de médecins, de personnel médical s'amenuisent. On parle de fin du numerus clausus, on parle de désert médical, on parle de recrutement et d'élargissement, des cursus et du nombre, d'étudiants. Comment tu l'as ressenti, toi, sur le terrain, ce manque cruel de personnel médical, et comment, on vous y prépare au fait que vous êtes tout le temps sur, on va dire, sur le flux tendu, sur le fil, à chaque instant? Je sais pas trop si on nous y prépare. En fait, on s'y confronte très rapidement en stage, globalement. Même si moi, je trouve que sur mes terrains de stage, j'ai été plutôt préservée de tout ça et là, je te dis, je suis en réanimation, donc je suis d'autant plus préservée parce que nous, concrètement,
Enfin, en gros, la réanimation, c'est, 1 infirmière pour 2 patients et demi. Donc en fait, concrètement, sur ton poste, c'est soit tu as 2 patients, soit tu as 3 patients. Ça dépend des assistances, enfin, ça dépend de plein de choses et concrètement, si on n'a pas le personnel requis, on ferme les lits. C'est une obligation légale, c'est une obligation légale. En réanimation, ils y mettent quand même beaucoup de moyens. On a 2 cadres, on a une équipe transversale, on a une infirmière qui est complètement dédiée au fonctionnement du matériel. On appelle une infirmière technique. On a une aide-soignante technique, donc en fait, elle gère tous les stocks de perfuseurs, de poches de NaCl, enfin des choses comme ça. Donc en fait, on fait même pas les stocks. La pharmacie, nous, elle est connectée, donc en fait, dès qu'il nous manque un médicament, ça envoie la pharmacie monte, nous chercher les médicaments. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on fait pas. Nous, de l'administratif, on n'en fait pas. On a une infirmière de coordination, on a une infirmière qui s'occupe de la formation des étudiants et des nouveaux enfin, des professionnels, en fait, en général. Nous, on est riches, en fait, en réanimation. Concrètement, c'est ça que je suis en train de dire, donc moi, je le ressens pas trop. Mais j'ai des échos sur des amis qui sont, infirmières et oui, il manque, constamment du matériel, on leur dit, «Ah bah, tu étais là, enfin, tu étais prévue là aujourd'hui, mais en fait, tu vas aller dans un autre service». Moi, j'ai une amie qui, de base, avait postulé sur un poste de chirurgie orthopédique, donc voilà, les gens qui se font des fractures, tout ça et au final, elle se retrouve à faire du digestif. OK. Mais enfin, à faire de l'orthopédique, du digestif, des opérations de chirurgie esthétique, de l'endocrino avec des gens qui se font, retirer la thyroïde, enfin, en fait, elle fait de tout. Alors certes, c'est très formateur, elle a une capacité d'adaptation qui est folle, complètement dingue, mais le fait est que c'est pas très, très normal, en fait. Enfin, je veux dire, si elle avait voulu vraiment, ne pas d'avoir d'attache à un service, elle aurait été infirmière soit vacataire, enfin les fameuses, infirmière intérimaire là qui passe par des agences pour avoir des missions, au jour le jour. Soit elle aurait été infirmière de pool, ça se fait de plus en plus dans les établissements. C'est des infirmières qui signent, enfin elles le savent en fait dans leur contrat que, un jour elles peuvent être là, un autre jour elles sont dans notre service, enfin voilà, elles le savent. Comme les professeurs remplaçants. Ouais, voilà, exactement. Et infirmière libérale, est-ce que c'est un autre type, ça se fait aussi en IFSI? Ouais, tout à fait. Alors après infirmière libérale, de mémoire, il faut quand même 2 à 3 ans, d'expérience professionnelle sur le terrain, enfin sur, à l'hôpital je veux dire. En service, conventionnel pour, prétendre, à être infirmière libérale. OK. Voilà. Bah, c'est vrai que ouais, qui nous écoutait, la réalité des choses, c'est que le personnel hospitalier et le milieu médical, il est en grave crise, hein. Enfin, on en parle un petit peu dans les médias, mais je pense que En c'est fait, on se occupe pour les patients parce que, autant de temps pour avoir un rendez-vous pour, une radio, pour un scanner, pour un IRM, c'est pas normal. Ça crée des retards de prise en charge qui sont, excessifs et on prend des maladies parfois qui sont bien trop tardives, enfin bien trop tard et ça, c'est triste. mmh, bah, ouais, c'est, je ne enfin, je comprends pas comment enfin, j'ai l'impression qu'actuellement, on essaye, alors je mets des guillemets sur ce que je vais dire, parce que je veux pas être attaqué non plus, j'ai pas d'assez bon avocat pour me protéger, mais de saboter, le De s'adapter, mais tout le service tout, hein. public. Pour les profs, c'est pareil, hein. Ouais, pour les profs, l'administration, Ouais. tout le personnel public, est en train d'être mis à l'amende, mais C'est vénère, hein. triste parce qu'on a un très beau système social en France, enfin et en vrai, on a quand même, on a de la médecine de pointe. Je dis pas que, on a, des enfin, on fait pas assez de recherches, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas le Canada. D'ailleurs, ça c'est un peu intéressé, on essaie de plus en plus de créer un poste qui s'appelle infirmier de recherche. Je sais pas exactement en quoi ça enfin, à quoi ça correspond, parce que ça m'intéresse pas forcément, mais ils essaient un peu quand même de se ouais, de transposer un peu le système américain, canadien, en France. Donc c'est bien, c'est des belles perspectives, quand même, d'évolution pour la profession. Mais non, non, voilà, mais c'est triste, et en fait, c'est encore enfin, c'est triste parce que c'est les humains qui essayent de compenser tout ça. C'est-à-dire que même si on n'a pas le temps alors après, il y a quand même des infirmières qui sont extrêmement excédées par leur métier et je pense que c'est là où il faut envisager une reconversion professionnelle pour pas se faire souffrir soi, pour pas faire souffrir les collègues, pour pas faire, souffrir le patient et les familles. Mais voilà, il y a très peu d'infirmières qui sont réellement excédées, qui sont réellement, qui en deviennent mauvaises, en fait, mais la plupart du temps, les infirmières, elles vont toujours essayer de compenser, pour être là, pour essayer de prendre 2 minutes de plus, enfin, même si elles savent que ça peut les foutre dans la merde, enfin, elles vont essayer de compenser, mais par contre, oui, au niveau de l'État, au niveau des moyens qui sont alloués à la santé, il y a un vrai problème. Mmh. Parce que ouais, j'ai l'impression que vous faites tout ça, enfin
vous dédiez votre vie littéralement, voire même, quand on voit les plannings, quand on voit les journées des gens, le nombre de patients qu'elles ont à gérer, c'est mettre, sa santé mentale et sa santé physique, au service des autres. J'ai l'impression qu'on vous le rend pas si bien que ça. Bah, peut-être pas au niveau de la hiérarchie, mais par contre, les patients, ils nous le rendent, hein. Faut pas se Après il y a toujours des cons, patients avec qui on s'entend pas et c'est comme ça, hein. Mais après voilà, c'est dur d'être patient. C'est très dur d'être patient et faut vraiment distinguer le patient qui est con parce que c'est un con, simplement, hein, enfin, de toute façon, ça se voit, hein, il est comme ça avec sa famille, il est comme ça avec tout le monde. Du patient, qui met en place certains mécanismes de défense, certaines stratégies de coping, parfois aux dépens du service, soignant qui l'entoure, mais voilà. C'est souvent des patients qui, en fait, ont une capacité de recul et qui disent: «Ah bah, je suis désolé de vous avoir parlé comme ça à ce moment-là». «C'est pas grave monsieur». Ouais, c'est peut-être sur le moment, c'est peut-être des conditions, c'est Oui, non mais c'est ça, hein. On peut pas demander aux gens d'être agréables, quand ça va pas, quoi. C'est difficile. est-ce que vous prononcez le serment d'Hippocrate? Non, Non? ça c'est dédié aux médecins. C'est que dédié aux médecins? Ouais. Est-ce qu'il y a un serment spécifique pour les infirmières? Non, C'est étrange. non, on a un code de déontologie, infirmier, comme les médecins ont un code de déontologie, médicale, OK. mais non, non. Ah, je pensais. Je me dis: «Bon, peut-être». OK. Alors, on va passer à la dernière partie sur, les ton analyse, ton bilan sur le cursus et les perspectives que peut amener ce cursus. Alors, quelles seraient les choses que tu changerais à l'ICI si tu pouvais les changer? Et pourquoi tu les changerais? Bah, après moi globalement, je suis quand même assez, satisfaite de ma formation. Après, il y a encore quelques années, je crois que le changement il s'est fait en 2009, c'était un peu différent. On s'axait beaucoup plus, comment dire? C'était plus médical, on va dire, je pense, dans la manière de faire. C'était par système, du corps humain. Donc il y avait, le module cardiologie, le module, pneumo, le module neuro, enfin des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'anciens qui disent que c'était mieux à l'époque, les étudiants, ils avaient plus de connaissances, bon, Les vieux? je sais pas ce qu'il en est en réalité. Heu, je sais pas ce qu'il en est. Sincèrement, je sais pas si je changerais beaucoup de choses. Moi, dans mon groupe de référence du moins, donc le petit groupe que j'avais dans l'école d'infirmière, on avait une très bonne formatrice qui nous a beaucoup poussés, qui nous a poussés, mais qui nous a aussi, inculqué, cette capacité de remise en question et cette autonomie dans le travail. Du coup, voilà, globalement, enfin, quand elle a nos retours, elle voit qu'on suit la route, quoi. C'est-à-dire quand on est infirmière, on est le dernier rempart de l'erreur médicale. C'est-à-dire que c'est le médecin qui va prescrire quelque chose. Parfois, on pressent quand même qu'il y a un petit souci avec la prescription, faut quand même avoir ce recul pour le dire au médecin. Je fais: «Tu es sûr là? Tu es sûr de ce que tu as prescrit?» Et ça arrive, chacun peut faire des erreurs, faut juste, essayer de pas faire de conneries. Ouais, l'erreur, elle est humaine, mais ouais, pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, l'erreur, elle peut être grave, quoi, derrière. Donc voilà, donc enfin, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait forcément moins de connaissances. Parce que le fait est que pour être le dernier rempart de l'erreur médicale, faut quand même avoir pas mal de connaissances, quoi. Et un peu de caractère pour dire au médecin, «Je crois que tu t'es trompé». C'est bon. Le culot. Non, mais après les médecins, pareil, les médecins, ils ont quand même une formation qui est de plus en plus axée sur, l'éthique, heu, sur l'empathie et moi je trouve qu'on a des médecins avec leur petit caractère qui peuvent être un peu lunatiques parfois, mais globalement on a des bons médecins avec qui on peut discuter des prises en charge, quitte à les remettre en question eux aussi et ça se passe bien. Mais c'est dans mon service après je peux je dis pas que tout le monde est comme ça. Tu parlais de médecin. Alors qu'il y a une véritable réalité entre la médecine et l'IFSI ou entre l'IFSI et d'autres cursus, médicaux, paramédicaux? Eux, c'est quand même très, 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 très théorique, hein. Mmh. C'est Est-ce qu'il y a extrêmement théorique. des rivalités, je sais pas, entre les étudiants, ou je sais pas, entre les cursus de manière générale, Bah, il y a des gens qui sont un peu limités, qui se sentent un peu au-dessus, mais non, mais la vérité, c'est que, enfin, la plupart des gens comme ça qui partent, le peu d'étudiants en médecine, parce que la vérité, c'est que
c'est des brebis galeuses qui arrivent avec l'idée qu'ils sont foncièrement supérieurs, que limite ce sont les supérieurs des infirmiers et des aides-soignants, ce qui n'est pas le cas, hein. Les supérieurs des infirmiers et des aides-soignants, c'est la cadre ou le cadre, en l'occurrence. Heu, ils se font ramasser, très, très vite parce que l'infirmière, surtout l'infirmière qui a 40 ans d'expérience, parce qu'il y en a encore, ça arrive, heu, elle va le défoncer. Quel point elle va lui dire: «Mais tu redescends tout de suite, en fait». Et C'est pas tu l'âge ou tu pas l'âge, toi tu me parles pas d'âge en fait. ouais, non, mais c'est ça, enfin et puis il faut se dire, hein, qu'une infirmière qui a 40 ans d'expérience, elle a beaucoup plus de bagou qu'un médecin qui vient de débarquer. Même si, le médecin, il a fait beaucoup plus d'études, même si, en théorie, il a beaucoup plus de connaissances, bah, en fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles de service, il y a beaucoup enfin, on fait les choses d'une certaine manière dans un service, il y a quand même beaucoup de choses qui sont normées et les protocoles, elle les connaît, quand le nouveau médecin, il les connaît pas. Donc déjà, il y a une petite différence. Voilà. Et sinon pas de rivalité particulière? Non, mais de toute façon, voilà, il faut qu'on apprenne à tous travailler non, peut-être pas non plus, mais il faut qu'on apprenne à tous travailler ensemble et ça se passe bien, ça roule. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite liste, alors non exhaustive bien évidemment, des débouchés possibles à la fin de l'IFSI? Parce que je pense que pour vous qui nous écoutez, il y en a peut-être, certains parmi vous, qui veulent, faire, infirmier. Est-ce qu'il y a peut-être une liste ou je sais pas des domaines Ouais, précis? complètement. Bon alors, en étant infirmier, le classique, c'est soit de travailler à l'hôpital, soit, en clinique, hein, hôpital, clinique, pareil, soit en EHPAD. Bah, après, soit voilà, du libéral, mais le libéral, faut quand même avoir une petite expérience à l'hôpital avant de pouvoir prétendre, au poste d'infirmière en libéral. Mais sinon, après, les perspectives d'évolution après quelques années ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut rentrer en école d'infirmière de puériculture, donc c'est les infirmières qui travaillent avec les enfants, directement après le diplôme d'infirmière. OK. Parce qu'en fait, c'est tellement spécifique qu'on demande pas forcément aux gens d'avoir, de l'expérience. Au mieux, dans la formation, d'infirmière classique, on a eu un stage, dans un en pédiatrie et auquel cas ça appuie un peu le dossier, mais voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'expérience. Parce qu'il faut savoir qu'en IFSI, donc en école, d'infirmière classique, on ne se base que sur l'adulte. Toutes les normes que vous allez apprendre, c'est des normes de l'adulte. L'enfant, moi j'y connais rien, hein. Les bébés clochards, je Demandez, hein. connais pas, hein. Demandez, hein. Ah ouais, concrètement, donc pour l'infirmière de puériculture, il y a un dossier, mais il y a aussi un concours, donc qui peut se faire à la fin de l'école d'infirmière, normale. Voilà et c'est 2 ans et c'est un grade de master. OK. Ensuite, il y a l'infirmière de bloc. Ça, c'est très récent, mais pareil, les infirmières de bloc, elles peuvent, donc les assistantes du chirurgien, si je la fais, très synthétisée. Là, pareil, c'est très nouveau, mais en fait, vu qu'il en manque, énormément, c'est après le diplôme, on peut rentrer sur dossier, en école, d'infirmière de bloc. Et pareil, très récemment, c'est passé à 2 ans d'études, donc c'est un grade de master 2 aussi. En sachant que vous pouvez aussi être, infirmière de bloc opératoire, pas diplômée, mais que vous pouvez faire fonction, on va dire, parce qu'il en manque. Ah d'accord. Voilà. OK. Et ensuite, la sacro-sainte spécialité, je dis ça parce que c'est ce que je veux faire, moi je fais infirmière anesthésiste. OK. Je veux juste nous endormir en fait. Exactement. Je te dis, je parle pas beaucoup, hein, non, je rigole. Chut. Le relationnel, il est excessivement important parce que les gens, ils sont très, très angoissés généralement avant qu'on les endorme et franchement, maintenant que je travaille en réa, je comprends. Moi, demain, je dois me faire opérer, je suis au bout de ma vie. Genre franchement, non, infirmière anesthésiste, là, c'est une spécialité qui pareil se fait en 2 ans. C'est un master 2 depuis, un bon moment. Par contre, là, il faut avoir de l'expérience professionnelle, généralement 2 à 3 ans avant de passer un concours. Il y a 2 phases en fait, c'est, de l'écrit, donc c'est un peu l'épreuve d'éligibilité. Il faut avoir plus de 10 sur 20 et après ils font une, 2e sélection à l'oral. Enfin, l'oral pour un peu évaluer les motivations de l'étudiant et puis surtout évaluer s'il connaît bien les protocoles d'urgence. Voilà. Et du coup, voilà, infirmier anesthésiste, j'en parle beaucoup parce que, c'est ce que je connais le mieux en définitive. L'infirmier anesthésiste, il agit bien sûr sous prescription, enfin en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur, mais il est tout à fait à même d'endormir de A à Z le patient, de l'intuber, de le ventiler. Il se De lui débrouille. faire les poches. Donc en fait, la plupart des gens qui vous endorment, c'est pas du tout des médecins, sachez-le. OK. Ah oui, c'est OK. Oh là là. Moi, j'ai jamais été. Et fait ouais, enfin moi aussi si une fois, mais c'était une petite opération, je m'en reviens pas.
et ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a infirmière en pratique avancée. C'est très récent, donc on n'a pas beaucoup de recul. Les premières promotions, elles viennent de sortir. Infirmier de pratique avancée, c'est, un médecin bis. Je vais les saucer un peu. Non, en gros, pareil, c'est un master 2 et ça consiste pour eux à renouveler, en fait, les prescriptions des patients qui sont chroniques. Que ceux qui sont chroniques, hein. Le médecin le traitement de première intention, c'est toujours le médecin qui va évaluer. Mais voilà, c'est des infirmiers qui sont formés pour évaluer, en fait, l'état du patient, pour discuter avec lui sur comment ça se passe le traitement et éventuellement, renouveler ou en parler au médecin pour voir s'il y a d'autres choses à faire. Et voilà, et ça, c'est soit en psychiatrie et c'est très bien parce qu'à l'époque, dans les années 90, vraiment infirmier de psychiatrie, c'était une spécialité à part entière et ils l'avaient enlevé et en fait, là, ils l'ont remis, sous la forme de la pratique avancée donc c'est super. Après, il y a quoi? Il y a en hématologie de mémoire, donc tout ce qui est pathologie du sang. Il y a urgence aussi et je crois qu'ils voulaient créer réanimation. Il y a urgence, c'est sûr et après je sais plus. Bah, déjà, ça va déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais voilà, il y a des perspectives d'évolution. Il y a toujours ce truc d'infirmier en formation pardon, en recherche et puis voilà et puis après vous pouvez faire complètement autre chose, hein. Vous pouvez être prothésiste angulaire, si vous en avez marre, il y a pas de souci. Vous allez dire kebabi? Il y a cadre, Ah oui? toujours le cadre. Mais oui, il y a cadre, on peut être cadre. On peut être infirmier de coordination aussi. Alors là, c'est pas un master ou quoi, c'est une formation à part entière. Il y a plein de DU aussi, hein. Il y a plein de diplômes universitaires. Moi, l'année prochaine, je vais faire le diplôme universitaire de réanimation. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire, mais il y a infirmière de coordination, après il y a cadre. Infirmier enseignant? Oui, bah oui, on peut bah, c'est des cadres, c'est des cadres. OK. Ouais, moi j'avais qu'un formateur qui était super en plus, monsieur Toldieu, si vous passez par là, qui était super où lui, il était pas cadre mais il avait, un master en enseignement. Ça se fait beaucoup aussi, en sciences de l'éducation, de la formation et tout ça. Il y a infirmier de santé publique, donc ça, c'est les infirmiers qui vont bosser dans les agences régionales de santé, heu, ils font de la santé publique. C'est des stats, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est, eux qui lancent enfin, ils participent au lancement des grandes campagnes de prévention qu'on n'a pas suffisamment en France d'ailleurs, si je puis me permettre. En France, on agit beaucoup, mais on prévient pas beaucoup, ce qui entraîne des dépenses de santé qui sont absolument excessives. C'est je sais plus qui est le ministre, enfin, qui sera le ministre dans les prochaines semaines de la santé, parce qu'à chaque fois, il y a toutes les Je sais plus moi, je t'avoue. au moment où on tourne, le podcast, le gouvernement a été nommé il y a 2 mois et encore, c'est un bazar pas possible, mais à chaque fois ça change. Mais du coup, on alerte le ministère de la santé et santé publique France, Bah, enfin moi je te dis, je travaille en cardiologie, la plupart des opérations, elles pourraient être évitées. Enfin, il y a quand même le profil type du patient en cardiologie. Généralement, c'est un homme de plus de 50 ans, qui est obèse, qui a de l'HTA, qui a du cholestérol, de l'HTA, de l'hypertension, pardon, excuse-moi, qui a du cholestérol, qui est diabétique, sédentaire. Ah, c'est du grand classique. Après bon, je dis pas que, toutes les campagnes de prévention, enfin, c'est souvent des gens, qui se laissent aller parce que la vie, elle est bah si, en fait, voilà, si tout en revient à l'État, hein, qu'il faut pas se prendre non, mais je dis pas qu'il faut pas se prendre en charge, mais la vie, elle est difficile. Elle est difficile pour la plupart des gens et c'est des gens qui prennent pas soin de leur santé, et du coup, voilà, on finit dans des c'est comme ça qu'on finit comme ça, quoi. mmh, peut-être pas enfin, qui prennent pas soin de leur santé, peut-être qu'on leur dit pas comment bien en prendre soin ou comment, en tout cas, prévenir Il les y a ça, il y a un problème d'éducation à la santé. Les gens, ils se rendent pas compte, en fait, que la plupart des petites actions du quotidien, détériorent foncièrement leur santé et je dis ça en sachant que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, hein. Moi-même, je suis pas exemplaire, hein. Mais voilà, la vie, elle est difficile, voilà, faut avoir des connaissances, la vie, elle est difficile, faut prendre du temps pour soi, ce que la plupart des gens n'ont pas. La santé mentale, on s'axe de plus en plus, là-dessus et tant mieux. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à perdre de poids parce qu'ils ont un rapport très émotionnel à l'alimentation et voilà, je dis pas que ces gens-là, ils ont pas une responsabilité, mais c'est difficile. Faut pas leur jeter la pierre, faut juste essayer, que ça aille mieux, enfin, voilà. fait, dans la compréhension et plus que dans l'accusation. Exactement. Alors, dernière question de l'interview et on passera à la prochaine rubrique sur le vrai faux. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Oh! Attends, j'avais quel âge? J'avais 15 ans? Putain, j'avais 15 ans, je rêvais que d'une chose et ma vie, elle tournait autour de ça, c'était de faire médecine. Donc sincèrement,
Déjà, je lui dirais: «Fais-toi aider, peut-être que tu réussiras le concours de médecine», parce que voilà, moi j'ai craqué, hein, c'est pour ça que j'ai loupé le concours de médecine. J'ai complètement craqué donc je leur ai dit: «Travaille sur ton mental, fais-toi aider, n'hésite pas. Les gars, faites-vous aider, vraiment, si vous avez des petits problèmes, psy. Tout le monde devrait voir un psy, tout le monde. Ça fait du bien de temps en temps». Non, fais-toi aider, essaye de réussir ce foutu concours et si tu l'as pas, tu arriveras à te relever. T'inquiète pas. Ce sera dur, mais tu arriveras à te relever. Grâce à des gens sympas, genre Amine, quand on faisait des bouffes en centrale. Ah ouais, oui, moi je savais même pas que j'avais joué un rôle, moi pour moi c'était des Bah, forcément, ouais, ça a aidé. J'étais pas toute seule, quoi. en parlant de psy, j'en reçois une très prochainement. Heu, Ah, trop bien! j'en reçois une très prochainement, pour un épisode sur, bah, les troubles mentaux, chez les étudiants. On en Chez les parle étudiants? pas, ouais, on n'en parle pas assez. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc, il y a un on n'a pas encore défini, le thème et on va dire le but précis, mais en tout cas, ça va parler de ça. Que si pour les gens, qui ont à cœur d'en savoir un peu plus, mettez la cloche. Non, mais ouais, j'écouterai avec plaisir. Il faut que j'écoute l'épisode avec Maxime, Investir son argent, ça m'intéresse beaucoup. Il a l'air de beaucoup s'y connaître, des extraits que j'ai écoutés. Bref, merci pour, tes réponses. On va passer maintenant au vrai faux. Alors Evaluna, je vais te donner, des idées reçues sur l'IFSI et à toi de me dire si c'est vrai, si c'est faux, si tu es d'accord ou plutôt pas d'accord. OK. Allez, c'est parti. L'IFSI n'est accessible qu'aux bacheliers scientifiques. Faux. Les études en IFSI sont faciles. Il y a pas de réponse là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était vrai, mais enfin, non, vrai et faux. Non, faux en fait, faux. Faux parce que c'est beaucoup d'investissement, parce que, si on veut vraiment être une bonne infirmière, ça demande du travail. Tous les IFSI offrent la même qualité de formation. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai été dans un très bon IFSI où il y avait beaucoup d'encadrement, où les formateurs étaient très investis auprès de leurs étudiants. Donc on a plutôt une bonne réputation, les gens qui sortent de mon IFSI, mais je travaille avec des gens qui sortent d'autres IFSI et ça se passe très bien aussi, donc de toute façon, avec Parcoursup, vous aurez pas forcément le choix les gars, donc allez-y, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, bien se passer. L'admission en IFSI se fait uniquement sur concours. Complètement faux, il y a plus de concours. Les hommes ne sont pas les bienvenus en IFSI. Faux! On adore, venez. Les étudiants en IFSI n'ont pas de vie sociale. Ah faux, complètement faux. La formation en IFSI est purement théorique. Non, faux. Tous les diplômés d'IFSI trouvent un emploi immédiatement. Oui, oui. Après il y a des secteurs, je vous dis pas que vous allez avoir une place au SAMU, parce que ça, c'est des listes d'attente, extrêmement longues et il faut avoir beaucoup, beaucoup d'expérience, en urgence, réanimation, tout ça. Mais oui, après si vous voulez juste travailler, dans un service, classique, oui, ils vont vous accueillir à bras ouverts. Les stages en IFSI sont toujours en milieu hospitalier. Faux, L'IFSI prépare uniquement au métier d'infirmier hospitalier. faux, Les étudiants en IFSI sont tous jeunes et sortent du lycée. faux, Les cours en IFSI sont dispensés uniquement par des infirmiers. faux. L'IFSI ne forme pas à la recherche en soins infirmiers. Franchement, je vais dire vrai parce que c'est tellement light que mais je vous dis, c'est en train de se développer en France. Donc forcément que Les étudiants en IFSI n'ont pas besoin de maîtriser l'anglais. alors, on a des cours d'anglais parce que, je vous dis, on est axé enfin on est calqué en fait sur le modèle de la faculté et donc forcément pour valider une licence ou un master, faut de l'anglais. Mais c'est très, très light et concrètement, je n'ai jamais utilisé l'anglais depuis que je suis infirmière parce que la plupart des patients qu'on a, ce ne sont pas des patients anglais, mais sont des patients qui viennent soit des pays de l'Est, soit du Maghreb, dans les patients, étrangers qu'on a, ils parlent pas anglais en général. Donc Les étudiants en IFSI sont rémunérés pendant leur stage. oui, légèrement, mais oui. L'IFSI ne prépare pas à la gestion du stress professionnel. Si, ils essayent après, ce sera jamais à la hauteur de ce que vous ressentirez en stage, mais La formation en IFSI ne comprend pas de cours d'éthique. non, faux. Je pense qu'il pourrait y en avoir plus. Voilà, s'il y a un truc à changer, il pourrait peut-être y en avoir plus. Des réflexions éthiques, au global. Pas forcément, des partiels notés ou quoi, mais juste, échanger, de manière encadrée. Ça peut être intéressant. L'IFSI ne forme pas à la relation soignant-patient. Non, c'est faux. Même si ça se construit beaucoup sur, le terrain, c'est faux.
Les notes obtenues en IFSI déterminent le futur lieu de travail. Non. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, je te dis, je travaille en réa, c'est plutôt des peut-être pas des majors de promo, mais c'est des gens qui ont un bon parcours. La formation en IFSI est moins rigoureuse qu'à l'université. Non, faux. Les étudiants en IFSI n'ont pas de vacances. Pas beaucoup. Non, est-ce qu'on a des vacances? Je me rappelle même plus. Bah, le truc, c'est qu'on a tellement de stages que ça empiète là-dessus. Oh, quel enfer. Et on a Noël et on a juillet, août. Oh, Voilà. on prend ça, c'est déjà ça. Oui, oui, c'est bien. Les cours en IFSI sont les mêmes chaque année. Bah, forcément, 1re, 2e, 3e année, c'est pas pareil, mais oui, sinon c'est à peu près la même chose. De promo en promo. OK. Très bien, bah, merci beaucoup pour, tes, réponses, tes opinions. C'est vachement sympa d'en savoir un peu plus et on va passer à la dernière rubrique sur la réaction à une actu. Alors, je t'ai envoyé un article qui posait une problématique assez intéressante, c'était sur le potentiel rallongement du cursus, IFSI avec un passage de 3 ans, comme on l'a dit, à 4 ans. À 4. Donc, c'est, le Conseil national professionnel infirmier, donc CNPI, qui veut rallonger cette formation, donc passer à 4 ans parce qu'il y aurait un déficit de 400 heures de formation qui est imposé par, les normes européennes et il y a plusieurs pays qui sont passés, qui ont franchi le pas. Donc il y a la Finlande, l'Espagne, la Belgique, Et la mais Suède, parce que je le sais, je vais ah encadrer une étudiante Erasmus suédoise en anglais. Je vais galérer, mais je sais de ça en 4 ans, ouais. et donc le CNPI suggère une 4e année de professionnalisation pour renforcer un petit peu les compétences pratiques et l'intégration aussi, sur le terrain. Mais voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Donc, il y a beaucoup, d'obstacles financiers et surtout de moyens pédagogiques qui manquent, qui amènent à freiner cette réforme et donc ça a beaucoup de peine à être accepté et être validé et donc moi, je voulais savoir, quel était ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu es plutôt pour, plutôt contre, les avantages, les limites? Non, sincèrement, moi, je suis plutôt contre, dans le sens où déjà, je trouve que globalement, sur un étudiant qui s'est un minimum investi, quand il sort du diplôme, qui se fait en 3 ans, il tient la route. Ça fait un Ça peut faire un très, très bon infirmier. Enfin, encore pareil, hein, après c'est des valeurs humaines, hein. Faut être investi auprès du patient, faut être investi dans sa formation parce que la formation elle est continue, hein. Moi j'en apprends tous les jours, hein. Mais je trouve que ça fait des bons infirmiers, je vois pas trop l'intérêt de rajouter une année. J'ai même peur qu'en fait ça décourage certains étudiants parce que déjà pour certains, 3 ans, faut se dire que c'est long pour eux. C'est très long. Donc j'ai peur que ça en décourage et puis, voilà les moyens, enfin je veux dire, aujourd'hui on est quand même dans une conjoncture où on a enlevé un stage en première année. Enfin, je pense que ça se fait pas partout, mais il y a des étudiants, notamment ceux qui étaient aides-soignants à l'époque, qui, ne font plus le stage, dit aide-soignant de la première année d'infirmière. Parce qu'il y a pas assez de terrain de stage, parce que ça coûte trop cher d'envoyer des étudiants en stage. Enfin voilà, à un moment donné, je sais pas trop, enfin je pense qu'ils se tiraient une balle dans le pied. J'en vois pas l'intérêt. C'est rallongé d'1 an et du coup dire adieu encore à de potentiels, Ouais, après surtout au début, genre sur le long terme ça passe voir, mais surtout sur le très court terme, ben, c'est dire, aux 36 000 étudiants, mais en fait vous rallongez d'1 an et du coup, bah, c'est 36 000 étudiants qui vont manquer, sur le marché. Déjà que le flux est assez tendu. Si on en manque, il y en a 40 000 qui viennent pas, ça va non mais exactement et puis je pense qu'ils se rendent pas compte. Alors certes, les étudiants infirmiers, c'est de la main-d'œuvre sur le terrain. Mais c'est une main-d'œuvre qu'il faut encadrer parce qu'après ils font des dingueries et et c'est normal, enfin, s'ils sont pas encadrés correctement, mmh, ouais, c'est ça. Donc ouais, plutôt contre. ouais, plutôt contre. Je vois pas l'intérêt en tout cas. Après je demanderai à ma petite étudiante, suédoise en Erasmus, mais si j'arrive à lui parler anglais, mais Mais c'est bon, sinon je prends le téléphone, hop, hop, c'est bon. tu fais comme, le supporter, français qui disent: «Yes, it is a Giroud» et c'est bon. Yes, Mais it's gonna be okay. he's gonna be ouh là là, ce smooth. Ce sera Et ben, c'était la dernière rubrique. Je te remercie Evaluna pour, tes réponses, pour, d'avoir accepté cette interview. bah, non, C'était, merci à toi, c'était cool. vachement cool. J'espère que vous qui nous écoutez en avez un peu plus, sur le cursus de ici, sur, bah, les avantages, les limites, la structure, les stages, l'aspect un peu parasocial, et l'aspect humain et surtout, bah, sur le cursus dans sa globalité.
J'espère que ça vous a aidé. Je te remercie Eva Luna pour, tes réponses et le partage de ton expérience. Il y a pas de quoi, c'était cool. C'est bien de parler de cette profession sur un format qui est long et c'est un beau métier donc si vous vous en sentez capable, n'hésitez pas. Apprenez à vous connaître et puis ça se passera bien. Soyez honnête avec vous-même. Et c'est sur belles paroles qu'on vous laisse. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. C'était Eva Luna et Rocha, Porter School. À plus!